Bonjour à tous et bienvenue sur Business Café, notre émission dédiée à l'actualité de l'économie africaine et de sa diaspora. Le sujet du jour a pour objet comment entreprendre dans un contexte où le chapitre de l'esclavage et de la colonisation sont encore omniprésents. Pierre Nilon, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc je rappelle que vous êtes théologien, écrivain, égyptologue, chercheur, élève de M. Doukia qui lui-même a été élève de Cheikh Anta Diop. Oui. Mais vous êtes surtout connu dans le milieu pour être le concepteur de la camitude, concept consistant à un retour à la spiritualité ancestrale, garante d'une renaissance des peuples noirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous voyez les concepts, comme ce soit la négritude, que ce soit la créolité, l'indianité, l'antillanité, c'est toujours au sein de la diaspora. Parce que là, il y a un problème d'identité. Et donc, à un certain moment, je me suis aperçu que les Européens favorisaient les auteurs d'outre-mer qui avaient tendance à nous proposer une fausse identité. Donc, pour combattre la négritude d'Aimé Césaire, on a plébiscité la créolité de Confiance Chamoiseau. Et quand vous prenez le mot créole désigne le blanc des colonies. Donc, à un certain moment, je me suis posé la question, mais qui sommes-nous? Et donc, j'avais pris la Bible en tant que théologien. Et dans la Bible, Genèse chapitre 10, on explique les 3 continents connus. L'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et l'Afrique était appelée Kham, ou Cham selon certains, mais qui se prononce Kham. Le mot signifie noir. Et je me suis rappelé qu'en lisant Cheikh Anta Diop, c'est le nom que les anciens Égyptiens employaient. Et dans le chapitre 10, on voit que Kham, ce n'est pas simplement l'Égypte, puisque l'Égypte est appelée Misraïm. Il y a le pays de Couche, le Soudan, il y a Punt, qui serait la Somalie. On voit que tout ça relève d'une entité géographique beaucoup plus grande. Et quand vous prenez le livre des psaumes, le psaume 105, on voit que le mot Kham, disons, désigne l'Égypte. Donc ça m'a fait penser au mot l'Amérique. Quand on parle de l'Amérique, c'est les 50 États, mais c'est aussi tout le continent. Et donc le mot Kham, non seulement désignait l'Égypte, mais tout le continent. Et donc c'est tout naturellement, je me suis dit, il faut qu'on s'appelle Kham. Et c'est ça que je proposais, et Sékou Manga, dans les années 95, on avait créé une association qui s'appelait les Mounkham, parce que Sékou m'avait dit que dans nos langues, souvent les gens de la Martinique, on les appelle Moun Martinique, qui signifie personne de la Martinique, Moun Guadeloupe, Moun Guyane. Donc vu que nos ancêtres venaient du continent qu'on appelait Kham, donc c'était tout à fait logique de s'appeler les Mounkham. Parce que si vous vous définissez comme kémite, mais que vous êtes juif, chrétien, musulman, donc sous le trône d'Égypte, aucun pharaon n'était ni juif, ni chrétien, ni musulman. Donc il fallait aujourd'hui c'est biaisé là. Oui, donc il fallait faire ce travail spirituel, c'est-à-dire se débarrasser de cette spiritualité qui n'était pas la nôtre. Et si vous prenez même la mission que le Dieu de la Bible, Elohim, déjà c'est un pluriel en hébreu, confie à cet homme, c'est de dominer sur la nature, ce qui est contraire à notre vision. La vision noire, la vision kémite, c'est de vivre en symbiose avec la nature. Ça veut dire que pendant des millénaires, les Noirs ont dominé en restant en harmonie avec la nature. 2000 ans que les Européens dominent, on voit l'état actuel. Je voudrais aussi vous poser une question par rapport à notre lien entre notre histoire, notre retour aux sources et le développement du business. Il faut prendre l'histoire. Bon, l'esclavage, ce n'est pas notre histoire. C'est juste... Une partie de l'histoire. C'est comme si quelqu'un fait un 100 mètres, vous tombez, vous ne restez pas. Vous vous relevez, vous reprenez la course. Et vous avez des chances de terminer même le premier, si vous êtes rapide comme Usain Bolt, ce qui est notre cas. Tout à fait. Donc, à un certain moment, on était en avance. Il s'est passé ce qui s'est passé. On a changé notre vision. Et en changeant notre vision, on a changé aussi notre destinée, notre mission. Mais nous, pourquoi on travaille? On travaille juste pour avoir une place à la table du maître. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. Dans les religions, on nous a éduqués. Notre rôle, c'est d'être serviteur. C'est-à-dire, si vous prenez, même dans le christianisme, qu'est-ce qu'on dit? On dit, esclaves, obéissez à votre maître comme étant à Dieu lui-même. Comment voulez-vous vous émanciper avec une telle philosophie? Non, on ne peut pas. On peut bien pas. Évidemment. Mais oui. Donc, est-ce qu'il faut dire à plus, tous les croyants, là où vous allez, c'est pas la bonne route? C'est pas la bonne route. Si tu obéis au commandement de l'islam, du christianisme, à la fin de ta vie, tu auras une place au paradis. Certains promettent même 72 vierges à nos frères. Donc, résultat, au lieu de faire comme tout être humain,
se battre, s'émanciper. On est du lundi au dimanche en train de prier. On cherche le royaume de Dieu. Et ceux qui nous ont dit ça, eux, ils sont en train d'exploiter nos terres. Eux, ils s'émancipent. Oui, parce qu'ils ont compris que la vraie richesse, le bien-être, c'est ici et maintenant. D'accord, mais aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une tendance, en fait, au retour un petit peu à cette conscience où les gens, justement, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a de plus en plus de gens qui ont compris qu'il fallait se prendre en main un petit peu et commencer à monter son propre business et à commencer à évoluer. Bien sûr. Est-ce que vous le constatez, ça? Oui, je le constate et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut se lancer dans les affaires. C'est vrai, il faut avoir la foi, mais il ne faut pas passer toute sa journée à prier. Le paradis, c'est sur terre. L'enfer, c'est sur terre. Ce n'est pas dans l'au-delà. Donc, on doit créer son paradis. On doit se battre. On doit se lancer dans les affaires et créer un avenir pour nos enfants. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'en Occident, par exemple, il n'y a pas de réel success story? Oui, il y en a, mais bon, vous avez bien dit, en Occident. C'est-à-dire l'Occident n'est pas là pour vous montrer une bonne image. C'est-à-dire des Noirs qui réussissent. Il y en a. Mais l'Occident ne va pas vous montrer ça. Et déjà, il faut savoir qu'ici en France, ce n'est pas la même colonisation que chez les anglophones. Alors, est-ce que ce n'est pas un échec aussi des intellectuels? Des intellectuels noirs? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Plus que des politiques, en tout cas. Puisque les intellectuels noirs, le plus souvent, quand ils ont terminé leur parcours universitaire, ils rêvent de trouver une place en Europe, au lieu de retourner, de créer les conditions pour pouvoir transmettre la connaissance sur le continent. C'est ce que les Asiatiques ont fait. Et nos enfants qui sont, la jeunesse qui est toujours sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout, comme tout à l'heure, il y a une personne qui disait, leur modèle, par exemple en Afrique, c'est des Kim Kardashian, etc. Oui. On sait que dans les écoles, il n'y a pas ce genre d'éducation. Donc, c'est vraiment à nous, à chacun de faire sa part du travail. Dans les écoles européennes. Oui, c'est à nous de créer des écoles. Par exemple, aux États-Unis, il y a des écoles pour noirs. Tout à fait. Où les enfants sont valorisés, on leur apprend leur histoire. Et l'estime d'eux-mêmes. Oui, l'estime d'eux-mêmes. Mais ici, ce n'est pas le rôle de l'Occident. C'est de bonne guerre, je dirais. Si vous avez un match de foot, l'OM, PSG, PSG vient pour battre l'OM et vice-versa. C'est de bonne guerre. C'est à nous de se remettre en question. Et d'avoir nos propres modèles. Ça commence déjà dans la famille. D'expliquer à notre enfant, de valoriser, au lieu d'acheter des poupées blondes à nos filles, il y a des poupées noires. Maintenant? Oui, maintenant. Et maintenant, oui. Parce qu'avant, ça n'existait pas du tout. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire en famille pour apprendre à notre enfant, à nos enfants à se valoriser, à s'estimer. Par exemple, je prends mon cas, j'ai appris l'égyptologie. Mais l'égyptologie, c'est les Européens. Donc, pour vous expliquer rapidement, on a ce qu'on appelle les squelettes consonantiques. Mais ils vont mettre des voyelles, le E en principe, pour pouvoir vocaliser. Mais nous, vu que c'est des mots qui ont été prononcés par nos ancêtres, ces mots sont toujours vivants, quoi. Donc, on peut les retrouver. Et c'est le travail que je fais. C'est-à-dire que je remets en cause la vocalisation de l'égyptologie pour répondre à notre besoin, c'est-à-dire lire les textes que nos ancêtres ont laissés. De manière authentique. Oui, et je peux vous dire, puisque j'anime aussi une série qui s'appelle Au Tableau sur YouTube, une chaîne Nouvelle Afrique, mais tout le temps, les gens m'appellent pour me dire, mais chez moi, c'est exactement les mêmes mots. Ils me disent, maintenant, j'arrive à comprendre les textes, j'arrive à comprendre les noms de ce qu'on appelle les divinités. Donc, à partir du moment où vous savez qui vous êtes, vous reprenez la suite logique de votre histoire et vous répondez à vos besoins. Et donc, vous changez votre destinée. Oui, vous changez automatiquement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces dernières années? Je dirais c'est le réveil de la jeunesse africaine. Et comment vous l'interprétez, ça? C'est grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, avant, l'information ne circulait pas. Mais maintenant, je dis un chien se fait écraser en Chine, tout le monde est au courant avec les réseaux sociaux. Mais écoutez, merci beaucoup, M. Nilon, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les futures générations? Je peux leur dire, un mot de la fin, avoir aucune limite comme limite. Il nous faut plus limiter. Merci d'avoir suivi notre émission, j'espère que ça vous a plu. Bonne suite de programme. Merci à vous, au revoir.